Si je songe toujours à Sandra avec admiration et affection, c'est parce qu'il ressemble à ce Chinese rock bottom man imaginé par moi, que mon mépris et ma haine pour les hommes que je vois autour de moi dans le monde m'ont sans doute inspiré. Sandrard livre lui-même le secret de son énigmatique caractère dans un fragment autobiographique, un petit volume intitulé « Une nuit dans la forêt ». De plus en plus, je me rends compte que j'ai toujours pratiqué la vie contemplative. Si bouillonnante et chaotique qu'apparaisse son œuvre, le sens profond n'en est pas moins clair comme le cristal. C'est au cœur même de la vie que Sandrard est ancré. Il est le plus actif des hommes et cependant serein comme un lama tibétain. Déplorer les contradictions de sa nature, ce serait le mal comprendre. L'homme est tout d'une pièce. C'est un créateur inépuisable qui ne cesse de s'accomplir parfaitement dans sa création. Nombre de gens lui reprochent de pécher par excès de générosité. J'aurais garde pour ma part d'employer le mot générosité en ce qui concerne Sandrard. Il est au-dessus de cela. Il est une force de la nature, une force aveugle et impitoyable, plus près de la nature que de l'homme. Il est à la fois tendre et insensible. Il est un paradoxe. Et toujours lui-même, toujours exclusivement lui-même, Blaise Sandrard. Si vous parcourez la liste de ses œuvres, vous verrez que plus de la moitié en est épuisée. Si vous prêtez attention au titre de ses livres, vous vous convaincrez que l'auteur lui-même est inépuisable. Il est le plus contemporain de nos contemporains, anachronique et éternellement jeune en même temps, si parfaitement averti qu'il en oublie tout à fait le train de la vie. Sandrard est le minerai brut dont sont faits les métaux les plus rares. Il peut proférer les plus abominables mensonges et demeurer absolument véridique. Dans chacun des contes à dormir debout qu'il fabrique, il y a plus de substance vitale et de réelle pureté que vous n'en pourriez trouver dans l'ensemble du grand œuvre de Jules Romain, par exemple. Dans tous ses livres, Sandrard apparaît comme un homme qui, après s'être penché sur le sol, se relève serrant dans sa bonne main gauche une poignée de terre. Et dans tous ses livres, il nous étreint, semble-t-il, de son bras mutilé où le sang court toujours, rouge et chaud. Sandrard est étranger à tout ce qui n'est pas la vérité et l'honnêteté du cœur. Ses actes, souvent rudes et osés, sont néanmoins des actes d'homme. Jamais il ne tente de plaire ou de concilier. Il est le pire des diplomates du monde, et donc le meilleur. Il n'est pas réaliste, il est réel. À sa manière singulièrement inhumain, il reste humain avant tout et ne s'attache qu'à ce qui est humain. S'il ressemble parfois à une charge de dynamite, c'est parce que sa sincérité et son intégrité sont incorruptibles. Sandrard est un voyageur. Il y a bien peu de coins dans le monde qu'il n'ait parcouru, et pas dans le monde seulement, mais même dans l'au-delà, jusque dans la Lune, Mars, Neptune, Véga, Saturne, Pluton, Uranus. C'est un visionnaire qui voyage comme tout le monde, par les moyens ordinaires de locomotion. D'habitude, il voyage incognito et adopte les coutumes et le langage du peuple qu'il visite. Il ne s'encombre ni de passeport, ni de lettres de crédit, moins encore à coup sûr de lettres de recommandation. Où qu'il débarque, il sait que c'est toujours le même galimatias. Ce n'est pas affaire de confiance en lui-même ou de foi en sa bonne étoile. C'est une question de justesse de vue. Lorsqu'il décrit ses voyages interplanétaires, c'est avec une simplicité et honnêteté, comme il rendrait compte d'une croisière à Formose ou en Patagonie. Le monde est un, qu'il s'agisse du rêve ou de la vie courante, un plasma et un magma. Les frontières n'existent que pour les cœurs timides, mesquins et pauvres. Sandrard, lui, n'emploie jamais le mot frontière, il dit longitude, latitude. Il s'informe du climat, de la nature du sol, de la nourriture, etc. Il est naturel jusqu'à faire peur, il est presque inhumainement humain. L'action seule libère, elle dénoue tout. Sandrard a des amis partout.
jusque chez les Hottentots, et cependant pas d'homme plus solitaire. De tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, il est l'homme le plus affranchi, le plus détaché, et cependant si profondément lié au monde. Dire de lui qu'il est cosmique serait lui faire injure, car cela impliquerait qu'il a accepté de vivre. Sandrard n'accepte pas, je n'accepte rien. Il ne dit ni oui, ni non. D'un seul pas de ses grosses bottes, il enjambe ses petits problèmes. Il devient terriblement silencieux, et voilà pourquoi il est le plus merveilleux conteur que j'ai jamais écouté. À la différence de tant d'hommes dont la conversation n'est que solitude, celle de Sandrard est faite d'un instant parfait de néant. Elle est toute évanescence, métamorphose, destruction de tout ce qui n'est pas l'instant même. Elle est un mirage jailli du singulier climat spirituel qu'il crée autour de lui et dans lequel il vit. Il suit son idée avidement, comme fait un voyageur dans le désert. Mais il ne s'égare jamais, ne se trompe jamais, et jamais il n'oublie son corps, ainsi que font, au Tibet, ces hommes étranges qui cherchent la sagesse. Partout où va Sandrard, son corps l'accompagne, et sa faim, et sa soif. Si l'affaire a été chaude, il revient tout amaigri. Si le voyage, au contraire, a été heureux et simple, Sandrard en ramène un teint vermeil et dans ses yeux cette lumière étincelante qui est inoubliable. On est tenté de dire de lui qu'il est hallucinant. Cet homme fait mieux que susciter l'envie. Il y répond. Lorsqu'il parle, il fait penser à un homme qui sans cesse vide ses poches. Sa conversation n'est pas faite de mots, mais de choses, de faits, d'actes, d'expériences. Pas besoin d'adjectifs, seulement des substantifs et des verbes, et des conjonctions, des conjonctions, des conjonctions. Sa nationalité est incertaine. Il est un melting pot de toutes les races, de tous les peuples. J'avais eu un jour l'intention de lui dédier un livre. À Blaise Sandrard, le premier Français qui m'ait salué d'un geste royal. Mais je réalisais, en écrivant cette phrase, qu'il serait injuste envers Sandrard de l'appeler français. Non, il est, je l'ai déjà dit, ce Chinese rock bottom man de mon imagination, l'homme que Lawrence eût aimé être. L'homme universel qui ne sera jamais identifié. L'homme enfin qui renouvelle la race en replaçant dans le creuset l'humanité tout entière. Je méprise tout ce qui est, dit Sandrard. J'agis, je révolutionne. Je me souviens d'avoir lu Moravagine. Ce fut un de mes premiers essais de lecture en langue française. J'eus l'impression de lire un texte phosphorescent, au travers de vers fumés. Il me fallut deviner ce que disait Sandrard et j'y parvins. Eussent été d'ailleurs écrit en tégalique que j'y serais quand même parvenu. Et une œuvre comme Le Bage, on la comprend aussi, et c'est comme un coup de poing dans l'estomac, ou bien alors on ne comprend rien, jamais. Tout y est écrit avec du sang, mais un sang saturé de lumière céleste. Sandrard ressemble à un poisson transparent dans un frais interplanétaire. Vous apercevez son épine dorsale, ses poumons, son cœur, ses reins, ses intestins. Vous pouvez voir les globules rouges entraînés dans le torrent sanguin. À travers son corps transparent, vous pouvez regarder les planètes tournoyantes. Le silence qu'il crée est assourdissant. Il vous ramène au commencement du monde, à ce silence dont est marqué le visage du mystère. Je le vois toujours là, dans le tumulte de l'univers, tournoyant lentement au milieu du tourbillon. Je vois son chapeau rabattu sur sa gueule ravagée. Je le vois en train de révolutionner parce qu'il ne peut s'en empêcher, parce que c'est la seule chose à faire. Oui, il est une sorte de brahman à rebours, comme il dit lui-même, un brahman qui serait le messager tout-puissant du principe de la vie. Il est l'homme du rêve qu'il rêve et le sera jusqu'au réveil. Sujet, objet, non. L'existence seule prime tout. Un mode transitif qui s'exprime par l'intransitif, une action qui est la négation de l'activité. Sandrard est l'œil du cœur, le visage qui reste dans le miroir après que vous lui avez tourné le dos.
Autre trait intéressant de son tempérament, il en fait le moins possible. Non qu'il soit paresseux, loin de là, ni qu'il soit écœuré par la futilité des choses, mais bien plutôt parce qu'il est un fragment de radium humain enseveli sous un amoncellement de larves humaines. Tout enseveli qu'il est, il peut néanmoins exercer sa force dans sa plénitude. Et pour le faire, nul besoin de se redresser, de marcher ou de crier. Il suffit à Sandrard d'exister et d'irradier son inépuisable vitalité. Il est l'incarnation du principe exactement contraire qui régit le monde, comme le mensonge qui révèle la vérité. Il est à la fois toutes ces choses que nous ne connaissons que par contraste, et il n'a même pas besoin de remuer le petit doigt, le mouvement le plus insignifiant. S'il est volontaire, l'homme serait flambé, il exploserait. Sandrard le sait bien. Il possède une sagesse quasi géologique qui lui permet de n'être jamais logique, jamais véridique, jamais sérieux, jamais optimiste, jamais confiant, jamais crédule, jamais quoi que ce soit. Il n'est jamais, jamais, jamais. Il est. Vous ne l'atteindrez qu'en vous penchant en arrière, en prenant du champ, en vous profilant pour vous diminuer. Vous ne le rencontrerez jamais face à face. Vous ne le saisirez jamais en étendant les bras. Il faut renoncer, retomber, fermer les yeux. Sandrard est au commencement de la route, non à la fin. Rencontrez-moi hier, dit-il, ou avant-hier. Inutile de remonter votre réveil, vous ne vous lèverez jamais assez tôt pour le voir. S'il avait désiré devenir quoi que ce fût, il eût pu l'être avec succès. Mais il ne désire rien. Il est semblable au sage de cette histoire chinoise qui, lorsqu'on lui demande pourquoi il n'accomplit jamais les miracles attribués à ses disciples, répond « Le maître est capable de faire ces choses, mais il est capable aussi de renoncer à les faire. » Son désintéressement est toujours une qualité positive, active. Il n'est pas inactif, il refuse, il rejette. C'est ce défi instinctif établi qui rend ridicule le terme révolté lorsqu'on le lui applique. Il n'est pas un révolté, il est un parfait traître à sa race et, comme tel, je le salue. Geste perdu, bien sûr, car Sandrard se moque éperdument que vous le saluiez ou non. Salueriez-vous un arbre parce qu'il déploie son feuillage ? Que vous soyez haut placé ou bien tout en bas, Sandrard n'en a cure. Il ne s'inquiète pas de savoir ce que vous tentez de faire. Ce qui seul l'intéresse, c'est ce que vous êtes. Son regard vous traverse et vous transperce, sans pitié. Êtes-vous de la bonne viande, il vous dévore. N'êtes-vous que de la graisse, alors à l'égout, à moins que ce jour-là, il n'ait envie d'un peu de gras. Il est un abrégé de l'injustice. C'est pourquoi il apparaît si magnanime. Il n'oublie, ni n'absout, ni ne condamne, ni ne pardonne. Il vous jette sur la balance et vous pèse. Il ne dit rien, il vous laisse parler. Envers lui-même, il n'est pas moins sévère. Moi, l'homme le plus libre du monde, je reconnais que l'on est toujours lié par quelque chose et que la liberté, l'indépendance, n'existe pas. Et je me méprise autant que je peux, tout en me réjouissant de mon impuissance. On l'a accusé d'écrire mal. Il est vrai que son œuvre n'est pas tout entière de la même venue, mais jamais Sandrard n'écrit mal. Il est incapable d'écrire de la camelote. La question pour lui n'est pas d'écrire bien ou d'écrire mal. Elle est d'écrire ou de ne pas écrire. En écrivant, il viole son genre de vie. De plus en plus, à mesure que passent les années, c'est à contre-cœur qu'il écrit. Si, sous l'impulsion du moment où, par cruelle nécessité, il entreprend quelques reportages, c'est avec bonne humeur qu'il s'exécute. La plus insignifiante des tâches lui est pénible parce que, par essence, il ne reconnaît pas que ceci est insignifiant et cela important. Son attitude, si elle n'est pas anti-humaine, est assurément anti-morale. Il est aussi honteux d'être dégoûté ou révolté que d'être exalté et inspiré. Il a su ce qu'est la lutte, mais il méprise aussi la lutte. Son œuvre est inégale, comme sa vie. De l'une, les couleurs et la substance varient, comme le rythme et l'équilibre de l'autre.
Il traverse des métamorphoses sans livrer son identité. Les changements internes, psychiques, chimiques, physiologiques, ne sont pas seuls à gouverner sa conduite. Des influences extérieures agissent aussi, et surtout les configurations interstellaires. Il est furieusement sensible aux modifications du climat spirituel. Son âme subit d'authentiques éclipses. Il sait ce que c'est que de prendre la tangente ou de balayer le ciel comme une comète en flammes. Il a été torturé, écartelé, il a poursuivi son ombre, il a goûté à la folie. Son pire tourment a dû être, me semble-t-il, d'accepter la part de grandiose qui est inscrite dans sa destinée. Son vrai combat, il l'a livré contre son propre destin, contre cette grandeur que pour quelque raison il n'a jamais vraiment acceptée. Par exaspération et par humilité, il s'est créé un rôle plus humain, celui d'opposant. Mais sa destinée dès l'origine était inscrite en caractères royaux. Sandrar ne s'encastre, ne s'adapte nulle part, pas parce que toute sa vie a été vécue au mépris du modèle qui lui avait été assigné. Si désespérante et tragique et même insensée que puisse apparaître une telle attitude, c'est en elle que réside la vertu profonde de Sandrar. C'est la chaîne qui le relie à la famille humaine qui fait de lui l'admirable copain qu'il est, cet homme merveilleux parmi tous les hommes qu'un aveugle même reconnaît aussitôt. C'est ce défi qu'il porte partout avec lui et qu'il lance parfois dans ses instants d'ivresse et de folie. C'est ce qui attache à lui ceux-mêmes qui le connaissent à peine. Ce n'est pas une attitude tapageuse, héroïque, c'est l'aveugle, le tragique défi des Grecs. C'est cette résistance au destin qui toujours est suscitée par une super qualité de force et de sagesse. C'est l'élément dionysien qui s'éveilla dans les instants de suprême lucidité. La fragile voix humaine qui refuse l'impulsion divine parce que l'accepter serait la mort de tout ce qui est créateur, de tout ce qui est vraiment humain. C'est sur cette roue de la création et de la destruction que tourne Sandrar, comme tourne le globe lui-même. C'est ainsi qu'il est isolé, qu'il est devenu un solitaire. Il refuse de s'étirer à la mesure d'une illusoire grandeur. Il s'enfonce en face de plus en plus profondément dans le tumulte